Alors, bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, merci au Meetup et aux organisateurs du Meetup de m'accueillir, parce que je les ai contactés un peu de manière brute, comme ça, sur Meetup, genre « Hey, je viens à Lyon, ça vous dirait pas que je vienne causer ?» Et donc, ils m'ont très gentiment accepté ici, donc merci à eux. Alors, pour me présenter un tout petit peu, donc moi je travaille dans une société qui s'appelle Thinker, qui est une agence spécialisée en data science et particulièrement en langage R. Donc ça c'est ce que je fais le jour, et la nuit j'ai aussi cofondé une association qui s'appelle le Brest Data Club, donc vous vous en douterez, en Bretagne. Et je suis aussi fondateur d'un site qui s'appelle DataBZH, qui est donc une plateforme de data blogging, et donc vous pouvez trouver... Vous avez rien du tout qui s'affiche, c'est ça? Ouais. Hop. Alors bon. Mes déboires avec PowerPoint commence bien. C'est mieux comme ça? Ouais. Donc je travaille dans une société qui s'appelle Thinker, donc c'est ce que je viens de dire. Vous trouvez donc des liens vers tout ça. Vous avez le lien vers mon compte Twitter juste en bas. Si vous avez envie de vous plaindre de ce que je suis en train de vous raconter, c'est ici qu'il faut vous diriger. Donc je suis là pour vous parler ce soir de... puisque la slide de départ ne s'est pas montrée, je suis là pour vous parler de data science en production, notamment avec R. Je vais parler de ça pendant environ 45 minutes parce qu'il paraît qu'il faut aller chercher les pizzas à 45, donc promis à 45, je me serai arrêté. Donc je suis là pour vous parler un petit peu donc, de R, quels sont les enjeux de la mise en production d'un langage comme R et quelles sont les solutions qu'on peut adopter. Donc Thinker, très rapidement, on est une agence d'experts en data science et en langage R. On fait de la formation, de l'analyse, du développement et du consulting. La partie formation, donc c'est n'importe quoi du moment que ça a un rapport avec R. Et la partie développement et consulting a trait aussi à la mise en production de R. Donc mise en production de R, c'est un peu ce dont je vais vous parler ce soir. Assez fait la promo de Thinker, donc je vais rapidement vous parler de ce que c'est que R. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais entendu parler de R de leur vie? Ok, parfait. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais programmé en R de leur vie ici? Bon, personne n'est parfait, mais c'est bon, ça ira pour cette fois. Pour vous présenter un petit peu rapidement, c'est un langage de programmation, lingua franca de la data science, parce qu'en fait c'est un langage qui a été créé par des statisticiens pour des statisticiens. Donc en fait, en 25 ans, donc R a fêté ses 25 ans cet été, c'est devenu le langage qui est le plus utilisé dans le milieu de la data science, qui est en train de se faire rattraper de près par Python, mais on n'en parlera pas ce soir si vous voulez pas qu'on se fâche. Je plaisante bien sûr. C'est un langage qui est open source, c'est un langage qui est gratuit, multiplateforme et ultra modulable. Alors R en prod, qu'est-ce que c'est? Alors souvent on entend que R c'est juste un langage pour les universitaires, que c'est juste les étudiants qui font ça, que ce sont juste les profs qui vont l'utiliser, et donc ce sont des trucs de R&D, des trucs de recherche, c'est que ça marche pas du tout en entreprise. Alors je vous ai mis une petite liste d'usages en entreprise de R, donc notamment Facebook, Google, Twitter, Microsoft, parce que bon, faut bien un petit peu faire du name dropping, ça fait toujours bien quand on commence une présentation sur R. Voilà, ça sont des grandes sociétés qui utilisent R en production, c'est pas des choses que j'ai inventées, j'ai trouvé plein de ressources sur le web. En France, c'est aussi énormément adopté dans des grosses sociétés, donc voilà, EDF, BNP Paribas, la SNCF, Sanofi, RTE, Orange, l'INSEE, Banque de France, le CNRS. Tout ça, ce sont des gens qui ont des équipes de data science et des projets de data science et qui vont utiliser R en production. Si vous allez sur le GitHub de Thinker, j'ai fait un petit repo où on liste beaucoup de cas d'usage de R. Je vais peut-être vous le montrer si mon internet marche. Alors, tac. Et mon internet ne va pas marcher, forcément. Vous avez une liste si jamais vous avez envie de convaincre votre boss que R en production ça marche. J'ai fait une petite liste voilà, d'énormément d'usages de R en prod, donc que ce soit chez Airbnb, à la BBC, BuzzFeed, eBay, Facebook, Financial Times, toutes ces choses-là. Donc ce ne sont pas
juste des noms que j'ai inventés, mais donc là il y a vraiment des liens vers soit les articles, soit les cas d'usage, soit des choses comme ça. Donc je vous invite à en jeter un œil. Il y a le Parisien au milieu, parce que bon, il faut un petit peu quand même de français dans le lot, mais voilà, il y a vraiment énormément de cas d'usage de R en entreprise. Mais en même temps, passer R en production, il y a énormément d'enjeux énormément de questions, énormément d'enjeux qui se posent. Pourquoi? Parce que justement c'est un langage de statisticien qui a plus été utilisé dans les universités, et donc c'est un langage qui à la base n'a pas forcément été pensé pour de la mise en production. Donc en fait, R c'est vraiment un super langage, on peut très vite avoir des bons résultats, mais en fait, avoir la démarche de passer de notre ordinateur, de la petite R&D qu'on va faire sur notre machine à quelque chose qui va passer en production, c'est vraiment différent, et vu que c'est pas un langage qui, au départ, touche une communauté de développeurs, mais une communauté de statisticiens, c'est pas forcément facile donc, de mettre R en prod. Heureusement, depuis quelques années, il y a beaucoup d'outils qui se mettent, voilà, beaucoup d'outils qui sont sortis, beaucoup d'outils qui sont en place pour, justement, passer R en prod. Donc les enjeux, alors parce que j'ai voulu mettre des mots que j'aurais du mal à prononcer, utilisabilité, accessibilité, scalabilité, interopérabilité et maintenabilité. Voilà, c'est un petit peu ce dont je vais vous parler ce soir. Donc d'abord, l'utilisabilité. L'enjeu numéro 1 de R en prod, c'est en fait justement de faire passer les gens qui vont faire de la R&D, qu'ils arrivent à communiquer avec les gens qui font de l'IT, donc vraiment le service. Voilà, le service IT d'une entreprise. Je ne sais pas si vous connaissez cette série, The Crowd. Donc c'est une nana qui était plutôt, il me semble, dans le marketing et qui se retrouve en fait au service avec les mecs qui sont à la maintenance, vraiment informatique pure et dure. Donc ils sont des gros nerds et en fait il y a beaucoup de... Tout le comique de la série repose sur le fait qu'ils n'arrivent pas à communiquer les uns avec les autres. C'est comique dans la série, mais en fait dans la vraie vie c'est quand même ça. D'un côté parce que si on s'imagine que madame est une chercheuse qui a fait des modèles en R, qui a fait de la R&D et qui va vouloir amener R à son service IT ou aux gens voilà, qui maintiennent les serveurs, qui maintiennent tout ça, ces gens-là ne connaissent pas R. Les gens qui font de l'administration système, on leur a jamais appris R de leur vie. C'est normal parce qu'en fait c'est pas un langage qui a été prévu pour faire ça à la base. En même temps, les gens qui font du R n'ont aucune conscience de toutes les contraintes qui vont être liées à l'administration système, qui vont être liées au développement vraiment pur et dur, mais en même temps c'est normal parce qu'on ne leur a jamais appris non plus. En fait ce sont des gens qui viennent d'un background plutôt peut-être statistique, académique, et donc ils vont savoir super bien faire des modèles stats, des modèles de machine learning, de deep learning, de tout ce que vous voulez, mais une fois qu'on va passer du côté un petit peu plus contraignant et un petit peu plus structurel de l'engineering, en fait ce sont des choses qu'ils ne connaissent pas et dont ils n'ont pas forcément conscience. Donc le R en prod, l'enjeu numéro 1, c'est quand même d'arriver à faire communiquer ces gens-là. Et d'un autre côté, si on imagine que sur notre gauche ce sont les développeurs R et sur notre droite ce sont, je sais pas, quelqu'un qui travaille au marketing, on aura beau développer les meilleurs produits en R, si on n'arrive pas à les rendre accessibles à des gens qui bossent au marketing, ça marche pas non plus. Je dis pas ça du tout contre les gens du marketing, parce qu'en fait c'est juste que des gens qui ne coderont jamais de leur vie, qui ne sont pas amenés à coder de leur vie, et c'est normal parce que c'est pas leur taf. Donc ça, ce sont un petit peu les deux enjeux, donc arriver à faire que les gens qui font du R arrivent à discuter avec l'IT, et arriver à faire que les gens qui ne feront jamais de R de leur vie aient accès justement aux choses qu'on peut développer en R. Donc tout d'abord, on a donc R à la base, c'est ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai un terminal ouvert. Donc R à la base, c'est ça. Ça c'est super bien quand on a mes commandes, on est super content de faire tout en ligne de commande. Mais malheureusement, ça ne va pas forcément plaire à tous les gens à qui on peut faire du R. Pourquoi? Parce qu'on a un petit peu cette petite image du mec qui est avec sa capuche chez lui, parce que vous savez, moi je suis chez moi avec ma capuche comme ça en train de coder en R. Et donc si on présente, si on a une équipe de recherche et développement qui est habituée à faire du Excel, qui est habituée à faire du SAS, qui est habituée à des choses avec vraiment du clic-bouton,
En fait, ces gens-là, on ne peut pas les emmener directement dans un terminal. Les gens, on leur montre un terminal. Il y a un côté, voilà, ils ne veulent pas travailler dans un terminal, ce qui est normal, ce qui s'entend. C'est pas à la portée de tout le monde de tout faire en ligne de commande. Heureusement, il y a un super IDE, pas la promotion de RStudio, mais moi j'aime beaucoup RStudio, donc voilà, on travaille toujours dedans. Il y a d'autres IDE pour faire du R que vous pouvez utiliser ici. RStudio en est un parmi tant d'autres, c'est le plus populaire, je pense que c'est celui qui est le plus accessible aux débutants et celui qui va être le plus agréable d'utilisation. Après, voilà, libre à vous d'en utiliser d'autres. Mais en fait, c'est une première marche qu'on a eu besoin de passer pour que les gens qui ne sont pas forcément amenés à être en capuche chez eux et à taper sur leur clé avec des gants en cuir, parce que tout le monde sait que c'est super pratique. En fait, que ces gens-là, ils soient en mesure d'utiliser un langage de programmation, donc vraiment faire du code toute la journée, de manière agréable. Moi je peux vous le dire, on peut être 12 heures d'affilée dans une interface comme ça, et c'est quand même agréable de travailler dans des conditions comme ça. Donc ça c'est une première étape quand on veut amener R en production, et donc là quand on veut amener R chez les gens, voilà, qui faisaient du SAS avant, qui faisaient du Excel, qui faisaient n'importe quel autre langage de programmation, n'importe quel autre logiciel, en clic-bouton, en des choses comme ça. Donc là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire encore en clic-bouton, on a beaucoup d'éléments visuels, alors que si on est en ligne de commande, et bien forcément, on est toujours dans cette boîte noire, entre guillemets, à tout faire sans jamais cliquer. Donc ça, c'est une première étape de l'amener, où on doit amener un langage de programmation en production. Mais ça c'est toujours pareil, ça demande un petit peu, il y a toujours un petit côté nerd en fait, à être toute la journée dans son interface, comme ça, à taper des lignes de code dans des scripts, à les lancer, toutes ces choses-là. Ça demande d'être à l'aise avec l'informatique, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde, d'avoir envie de coder, d'avoir envie de taper ces lignes de commande. Et ça, c'est pas non plus forcément donné à tout le monde. En fait, comme je le disais juste avant, il y a plein de gens qui ne coderont jamais de leur vie, à qui on ne demandera jamais de coder, et c'est normal. Tout le monde ne peut pas être à l'aise avec le fait de coder, et voilà, donc on ne peut pas imposer à tout le monde de se mettre à coder. Notamment avec des gens qui, voilà, c'est pas leur taf premier de faire de la recherche, enfin de faire de la recherche en développement. Les gens dont ce n'est pas le métier premier, on ne peut pas leur dire ok super, on a développé un modèle génial, tu as juste à télécharger RStudio, donc tu installes tous tes packages Intel, et puis ensuite tu vas faire librairie le nom de ton package, et puis tu as juste à lancer telle ou telle fonction, ça va te sauvegarder un objet que tu peux ensuite exporter pour faire une carte avec tel... Voilà. C'est normal que les gens dont ce n'est pas le métier de coder ne fassent pas, enfin qu'on ne leur impose pas cette étape-là. Alors qu'est-ce qui se passe? On est passé de la ligne de commande à un développement dans une interface, une IDE, à vraiment une interface utilisateur. Pour faire des choses comme ça, on va utiliser un framework de développement d'applications web qui s'appelle Shiny. Shiny, c'est vraiment un super langage parce qu'au final, ça peut créer des applications qui pourront être utilisées par un bébé, donc on n'a pas besoin de savoir coder, on donne juste à disposition de l'utilisateur une application web avec des boutons, avec des informations, avec toutes ces choses-là, et donc il est ensuite en mesure d'utiliser, sans aucune connaissance en informatique, d'utiliser des modèles qui peuvent être hyper compliqués. Shiny, donc c'est un produit RStudio, c'est open source. Voilà, je dis que c'est un produit RStudio parce que ça a été développé chez eux. C'est relativement facile d'utilisation. En fait, n'importe qui a fait un petit peu de R peut facilement monter une petite application Shiny assez rapidement. Donc c'est vraiment super, c'est vraiment super facile à prendre en main quand on connaît un petit peu de R. On n'a pas besoin de s'y connaître en développement web pour faire son application web. Donc ça, ce qui est aussi super intéressant. C'est arrivé dans le monde de R
en 2012, donc c'est pareil, c'est relativement récent, donc en fait c'est encore toujours en train de changer. C'est omniprésent dans les conférences et dans les meet-up. Voilà, je dis c'est omniprésent dans les meet-up et je suis en meet-up en train de vous parler, c'est bien la preuve. Tout le monde en parle dans le monde de R, donc c'est vraiment un gros truc dans le monde de R. Et donc je vais vous montrer deux exemples. Alors si ça va bien se lancer... Donc là j'ai une application, alors je vais l'ouvrir dans mon navigateur, qui s'appelle Collage et qui me permet... Alors est-ce que je vais retrouver la photo avec mon bébé? Alors, tac, et donc... Donc en fait c'est une application qui prend une photo et qui va être en mesure de vous refaire cette photo avec des emojis. Donc en fait, là, si on télécharge et qu'ensuite on regarde, chaque couleur la plus proche, en fait, est faite à partir des emojis. Donc il y a plusieurs choses. On peut prendre des petits chats aussi parce que on aime tous les petits chats. Donc en fait, ça nous refait la photo. Donc on lui donne le nombre de lignes, le découpage. Donc là, je suis à 85 et je lui demande, en cliquant sur le bouton, de me faire ce calcul-là. Ça vous paraît peut-être complètement débile comme application, ça l'est, j'avoue. Mais qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'en fait, si je vous montre ça et que vous trouvez ça super simple d'utilisation et super débile, et bien en fait, c'est que c'est une application réussie parce que vous arrivez dessus, vous choisissez une image, vous bougez un slider, vous appuyez sur un bouton, ça marche. Vous n'avez aucune idée de ce qui est en train de se passer derrière, vous n'avez aucune idée de l'algo qui est en train de tourner et de la complexité du truc qui est en train de tourner derrière. Il faut imaginer qu'en fait, là, R est en train de prendre mon application, de la découper en grilles, donc de prendre chaque grille et de faire un calcul où il va trouver une image de chat avec la couleur la plus proche de la couleur qu'il a détectée dans chacune de ces petites grilles. Donc on est sur une grille de 85 par 85. En fait, il y a énormément de calculs qui sont faits derrière, et quand je vous le montre comme ça paraît hyper simple, et en même temps, c'est le but, et ce qui fait que pour moi, c'est une application réussie et qui est prête à passer en prod. Bon, on ne mettra jamais ça en prod forcément, puisque c'est pas le... Voilà. Mais quelque chose qui est prêt à passer en prod parce que n'importe qui, je pense que je file cette application à ma mère, elle est capable de s'en servir. Indépendamment de ce qui est en train de tourner derrière. Indépendamment des algos hyper compliqués qu'il peut y avoir derrière. L'usage que ça peut avoir en production d'une application comme ça, on a besoin d'analyser je sais pas, des photos satellites au-dessus du désert pour des comportements bizarres ou des choses. Et en fait, en faisant ça, on peut être en mesure de détecter la présence ou non de certaines teintes à l'intérieur d'une photo. Voilà. Voilà, on peut faire des choses très intelligentes comme mettre des photos de chats la plus proche possible. Du coup, est-ce que Shiny permet d'abstraire l'algorithme qui tourne derrière, donc visuellement, ou est-ce que ça permet de développer des modèles un peu plus simplement? En fait, Shiny, c'est juste ça fait l'interface entre ce qu'il y a de graphique ici, et donc quand je clique sur un bouton, ça te fait lancer du code R. Donc en fait, le code R qui est en train de tourner derrière, ça change rien, c'est juste que, au lieu de dire à la personne, bah, tu vas installer le package, tu vas charger la photo en faisant ta ligne de commande, tu vas lancer telle fonction qui va faire le calcul, et tu vas avoir tel résultat que tu pourras sauvegarder à tel endroit. En fait, tu lui dis juste, bah écoute, ça c'est sur notre serveur, tu vas à telle adresse, tu mets ton image, et tu as juste à faire ça, et ça te donne le résultat. Donc au final, on n'a pas forcément besoin de ce framework pour interagir directement avec le code. On pourrait le faire. Ah non, oui, bien sûr, tu peux le faire avec d'autres. Il y a d'autres moyens, de le faire. En fait, tout ce que Shiny fait, c'est vraiment créer un truc en HTML d'un côté, ça met un WebSocket entre les deux et ça écoute et ça envoie en fait avec R. Donc ça fait communiquer ton browser avec R. Et c'est juste quand tu cliques le bouton, tu dis bah, lance telle fonction, R est à l'écoute de ce qui se passe sur le bouton. Merci. Hop. Alors, autre petit exemple.
Donc là, même chose, c'est une autre application qui s'intéresse aux naissances en France entre 1900 et 2016, donc 2017, faut que je mette à jour. Entre 1900 et 2017, et on va pouvoir choisir un prénom et on va noter sa popularité entre 1900 et aujourd'hui. Donc c'est basé sur l'open data de l'INSEE. Comme vous voyez, Colin est un prénom très populaire puisqu'il y en a eu au moins 300 en 1999. Donc ça c'est pareil, ça permet, je sais pas si on met... Qui me donne un prénom? Dévouez-vous, un prénom? Gaston. Gaston, voilà, bien. C'est pareil, ça fait juste des courbes. Il n'y a pas eu beaucoup de Gaston pendant la guerre. Même chose, c'est super simple d'utilisation. On rentre un prénom, on appuie sur Entrée. Malgré tout, on est quand même sur un jeu de données. Bon, c'est pas un gros jeu de données, il fait quoi? Il va faire 350 000 lignes, donc c'est pas un gros jeu de données. Mais malgré tout, en fait, c'est derrière en train de faire le calcul, de faire le filtrage et de faire le rendu graphique, de faire toutes ces choses-là. Et là, on a une application qui est utilisable par n'importe qui, sans aucune connaissance en R. Ça, c'est un enjeu qui est assez important quand on veut mettre R en production, parce qu'en fait, ça permet vraiment de faire parler les gens qui font du R avec les gens qui ne feront jamais de code de leur vie. On ne peut pas demander à des gens qui ne codent pas d'utiliser R. Hop. De retour à ce que je suis en train de raconter. D'autres exemples, genre je mettrai mes slides en ligne. Vous avez pas mal d'exemples en ligne justement d'utilisation de Shiny avec des trucs plus ou moins compliqués, plus ou moins chiadés. Je vous laisserai aller faire un tour si ça vous intéresse. Le problème, parce que forcément il y a un problème, je vous le disais tout à l'heure, c'est facile de faire du R, c'est facile de faire une application Shiny, c'est facile de faire une application Shiny qui marche mal. Pourquoi? Parce que, en fait, une application Shiny, il faut quand même avoir une petite réflexion, il faut quand même s'y connaître un tout petit peu en développement web quand on veut faire passer Shiny en production. Parce que souvent, les applications Shiny peuvent être développées, genre, bon bah j'ai fait ça, ça marche, je sais pas trop pourquoi ça marche, mais ça marche donc je le laisse. Le problème étant qu'on se retrouve très vite avec des applications qui tiennent pas la charge quand on est sur des gros fichiers, quand il y a beaucoup d'utilisateurs, quand il y a des choses comme ça. Pourquoi? Parce que si... en fait, on peut se lancer dans Shiny et en 3 heures, on peut avoir une application Shiny. Même pas besoin, on peut juste lancer un exemple, appuyer sur un bouton et on a notre application Shiny. Sauf qu'il y a plein de choses dont il y a besoin d'avoir conscience quand on fait du Shiny, que quand on n'est pas un développeur, c'est pas facile à voir. Donc pas développeur et encore moins développeur web. Parce que même chose, quelqu'un qui vient du monde des stats et qui a fait de la recherche, qui a fait beaucoup de R dans le cadre de ses études, vous lui parlez de serveurs, de WebSocket, de réactivité, de choses comme ça, il n'a aucune idée de ce dont on est en train de lui parler. Ce qui est normal parce que c'est pas son taf. On ne lui a jamais appris. Et donc on va demander à ces gens-là de faire des applications Shiny. La grande mode actuellement étant, bon, désolé s'il y a des profs dans la salle, les profs disent vous mettez en stage et vous me faites une application Shiny. On demande à des gens qui ont fait des études de stats pendant 5 ans de faire une application web. Qu'est-ce qui se passe? Ils font une application web avec bon ça marche, mais je ne sais pas trop pourquoi, et ce sont des gens qui n'ont jamais à la fac appris le principe, enfin des principes de développement, web. On leur a jamais appris, ils n'ont jamais de cours pour faire ça. Ils n'ont jamais de cours pour savoir ce que c'est qu'un serveur, ce que c'est qu'un IP, ce que c'est que des URL, ce que c'est qu'un WebSocket, ce que c'est que toutes ces choses-là. C'est des choses qu'on leur a jamais appris. Ce qui fait que ce sont des gens qui sont très très bons en stats, qui vont être très bons pour faire des modèles stats avec R, mais à qui on va demander de faire des applications web. Et donc en fait, on va se retrouver avec ce que vous voyez à gauche et ce que moi je vois quand je récupère des applications comme ça. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la notion de code spaghetti. Et bien en fait, code spaghetti, c'est l'idée que c'est tellement le bordel alors qu'une bonne application, ce sont des lasagnes, le code c'est tellement le bordel que ce sont des spaghettis. Voilà, c'est ça l'expression, c'est pour ça qu'on dit code spaghetti.
Et donc en fait ça c'est un véritable enjeu, parce que on peut avoir, en fait il y a beaucoup de choses qui se passent quand on fait une application Shiny, donc quand on essaie de la mettre en prod derrière. Il y a des notions de, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent l'utiliser en même temps des fois, il faut qu'il y ait beaucoup de calculs qui soient faits en même temps, il faut, je sais pas, il faut qu'on gère des gros jeux de données, il faut que ça tienne la charge. Et donc le passage de la petite application Shiny qui a été faite et qui marche sur sa machine à l'application qui va marcher pour 100 personnes sur le serveur de la boîte, ça se fait pas juste en un claquement de doigts. Parce que on peut faire des erreurs qui sont des erreurs de personnes voilà, qui on n'a jamais appris et qui on n'a jamais montré comment faire du développement pur et dur en R, parce qu'en fait, le problème de R étant une nouvelle fois que c'est, enfin le problème entre guillemets, c'est un langage de statisticien qui est enseigné dans des cursus de statistiques où les gens on n'enseigne pas aux gens la culture du développement informatique. On n'enseigne pas créer un package, c'est pas enseigné à la fac. Du moins, en tout cas, pas à ce que je sache, donc en tout cas, désolé s'il y a des gens qui l'enseignent à la fac, mais créer un package c'est de l'engineering pur et dur, et c'est pas enseigné à la fac. Ce qui fait que les gens vont développer, alors on va développer des applications Shiny sans trop savoir ce qu'on est en train de faire, et ensuite, quand il faut passer à l'échelle, eh ben, ça devient compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on a justement ce truc, désolé, ça marche, works on my machine, ça marche sur ma machine, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Ensuite, il faut quand même arriver à le mettre sur le serveur pour qu'il y ait 100, 200, 700, 1000 personnes peut-être qui utilisent l'application. Qu'est-ce qui se passe ? Donc cette notion de scalabilité, d'arriver à passer de la petite application de la R&D à l'application qui va marcher en prod. L'application qui va marcher en prod, ça veut dire que c'est une application qui a du code rapide, dont le code est accessible, donc ça veut dire que c'est facile à rentrer dedans et à maintenir sur le long terme l'application, parce que ce sont aussi des choses qui sont importantes quand on fait, en développement pur et dur, rendre du code maintenable. Donc ça veut dire rendre du code maintenable, ce sont faire des tests de régression, c'est faire du versionning sur Git, faire toutes ces choses-là, qui sont des choses qui ne sont pas enseignées à la fac. Et à la fac, on demande aux gens de faire des applications web. Donc ça, c'est vraiment un pas qui est à franchir quand on veut passer de la petite application en R&D à la production. C'est d'arriver à faire ce passage entre un langage de stats à vraiment voir R comme un langage de programmation, et donc de prendre des réflexes d'engineering et de développeur pur et dur. Une chose qu'on peut faire, je vais vous donner quelques exemples de choses qu'on peut faire et qu'on fait pour que ça marche bien. Le problème de R, c'est que R, c'est ce qu'on appelle single-threaded, donc en fait ça marche juste, en fait ça fait une opération à la fois. C'est-à-dire que vous avez votre application Shiny, vous avez 10 personnes qui se connectent en même temps. Si la personne numéro 1 lance un process qui prend 10 minutes, l'application est bloquée chez les autres. Parce qu'en fait, R, par défaut, nativement, a été pensé pour ne faire qu'une seule tâche à la fois. C'est normal puisque ça vient d'un monde où en fait les gens sont sur leur machine en train d'expérimenter, ils n'ont pas forcément besoin de toutes ces notions de programmation en parallèle, de programmation, toutes ces choses-là. Nativement, ce n'est pas pris en charge. Une solution notamment, deux choses qui sont développées, en tout cas quand on fait du Shiny, pour un passage en prod, ce sont deux packages un qui s'appelle Future et un qui s'appelle Promises. Future, en fait, on lance un job et c'est lancé dans une nouvelle session à côté. Donc en fait, le R principal n'est pas bloqué et ça part à côté, ça calcule vraiment, ça ouvre un nouveau R en parallèle et on récupère le résultat une fois qu'il est prêt. Promises, c'est l'utilisation de Future mais pour Shiny. Donc en fait, on peut lui dire, écoute, je sais pas, on a besoin de faire ce filter qui va prendre, qui va prendre 5 minutes et ensuite de faire un graph dessus. Promises, on dit juste, donc c'est vraiment basé Promises sur un truc qui vient du développement web, sur les opérations asynchrones, notamment JavaScript. En fait, JavaScript, on peut lui dire, fais toutes ces opérations
Donc tu pars d'en haut, tu vas jusqu'en bas, et tu fais toutes ces opérations de manière asynchrone, c'est-à-dire que tu les affiches uniquement quand elles sont disponibles. Promises, ça fait ça donc pour Shiny, c'est-à-dire que on va lui dire, bah écoute, tu lances toute l'application, et ce job-là, peut-être que pour afficher ce graphe-là, ça va prendre 5 minutes, mais donc tu me l'affiches que quand c'est prêt. Donc ça ne bloque pas l'utilisation globale de l'application. Puisqu'en fait, c'est fait de manière asynchrone. Donc en fait, c'est fait en parallèle du R principal. Autre chose qu'on peut faire, c'est moche de dire des choses comme ça, mais JavaScript, en fait, il y a plein de... R, ce que ça fait, donc Shiny, ce que ça fait, c'est que ça génère un serveur d'un côté et du HTML et du CSS et du JavaScript de l'autre. Il y a plein de choses qui peuvent être faites en JavaScript juste dans l'application. Enfin, juste dans l'application du côté client. Donc en fait, JavaScript, voilà, c'est un langage... HTML a été élu le langage le plus facile à apprendre du monde, donc voilà, vous n'avez aucune excuse pour ne pas le connaître. JavaScript, ça demande un petit peu de temps à prendre en main, mais qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de faire que donc le client, quand je parle du client, c'est donc le navigateur, que le navigateur calcule ce qu'il est capable de calculer. Notamment, je ne sais pas, on a pas mal de choses, on a souvent des dashboards avec des onglets. Une fois que le premier onglet est terminé, on veut cliquer sur un bouton et que ça nous affiche l'onglet d'après. On ne va pas demander à R de le faire, ça ne sert à rien. JavaScript est capable de nativement le faire. Nativement, on démarre l'application, JavaScript peut nous cacher les éléments et quand on clique sur un bouton, il nous affiche les autres éléments. Donc ça, on ne va pas demander à R de le faire. On va demander à JavaScript de le faire. Donc ça, c'est pareil, en fait, on enlève de la charge côté R. R se concentre sur les algos, sur potentiellement des graphes qui sont lourds à faire, et on va laisser le navigateur, donc Google Chrome, Firefox, n'importe, faire son travail en JavaScript au lieu de demander à R de faire du calcul qu'il n'a pas besoin de faire normalement. Une fois qu'on a fait tout ça, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ne connaissent pas Docker? Ok. Une fois qu'on a fait ça, on a donc une application qu'on a optimisée, qui marche super bien, qu'on a mis dans un package. Le problème étant qu'on se pointe avec un package R côté administrateur système. Ils vont nous dire, mais qu'est-ce que je m'en fous de ton truc, où est-ce que je l'installe, comment ça marche? Ce qui s'entend, même chose, on leur a jamais appris R. Ils ont bossé, peut-être ça fait 15 ans qu'ils font de l'administration système. Ils ont fait des grosses études, mais personne ne leur a appris ce que c'est que R. C'est normal, c'est pas un langage qu'on apprend chez eux. Ce qu'ils connaissent par contre, c'est une techno qui s'appelle Docker, qui est aussi super bien pour le passage en prod. Docker, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un logiciel qui est assez récent, puisque c'est en 2013. Si vous lisez les articles récents, de toute façon, il est établi que Docker a conquis le monde, apparemment. Donc, Docker, qu'est-ce que c'est? C'est donc une définition de conteneur isolé sur une machine. Conteneur, ça veut dire que c'est en gros comme une machine virtuelle, mais en beaucoup plus light. En fait, on définit notre application. Je peux dire, par exemple, je veux un Docker avec Ubuntu qui contient uniquement tel paquet et qui va contenir mon application Shiny. Et voilà. Et c'est tout ce que ça contient. Donc c'est hyper light, c'est super bien sur la gestion des ressources sur un serveur, c'est hyper facile à déployer et ça se déploie partout. Parce qu'en fait, une image Docker, quand elle est bien faite et quand on a bien fait tout ça, on peut filer l'image Docker avec tout ce qu'il faut à n'importe qui, on peut le mettre sur n'importe quel serveur. Modulo certaines choses, mais en théorie ça marche partout, que ce soit sur machine, sur un serveur local, sur le cloud, partout. Donc là on n'est plus sur le côté, l'application marche sur ma machine, mais ne marchera plus chez les autres. À partir du moment où le Docker marche chez moi, je peux dire qu'il marchera chez vous. Donc, il marchera sur un AWS, il marchera sur un DigitalOcean, il marchera partout. Docker, pareil, c'est une techno qui est assez rapide à prendre en main. Voilà, on comprend très vite comment ça marche, mais il faut quelques connaissances. Pareil, il faut savoir faire du Linux. Il faut avoir quelques notions en ligne de commande pour arriver à faire du Docker
derrière, puisqu'en fait ce qu'on décrit, on va lui décrire, je sais pas, depuis l'image Ubuntu, va me faire toutes ces commandes, donc apt-get install airbase, va me faire telle chose, et quand tu lances le Docker, tu me fais telle commande Linux. Donc c'est pareil, il faut connaître un petit peu Linux. Ce sont des choses que personne n'apprend à la fac en stats. Mais qui est en même temps une techno que tous les gens qui font du développement, que ce soit le développement web, que ce soit l'administration de système, c'est une techno qui est vraiment partout. Une fois qu'on a fait ça, parce que forcément on ne s'arrête toujours pas là, il y a une autre techno qui est super pour faire du R en prod, qui est open source, qui s'appelle Shiny Proxy. Donc là, pour vous remonter un petit peu où on en est, on a créé notre algo. On a fait une interface graphique vers cet algo. On l'a mise dans un package R. Ce package R là, il est dans un conteneur Docker, donc qui est une mini machine virtuelle, mais c'est pas une machine virtuelle vraiment, mais pour que vous compreniez un petit peu ce que c'est. Et une fois que c'est ça, on peut utiliser Shiny Proxy, parce qu'en fait, quand c'est dans Docker, on est toujours sur les questions de RC, Single Threaded. Donc, si tout le monde se connecte à la même machine Docker, on va toujours avoir les questions, enfin, à la même instance Docker, on va toujours avoir les questions qui se posaient tout à l'heure de tout le monde travaille sur la même application. Donc, Shiny Proxy, c'est une techno qui est open source, qui est développée par Open Analytics, qui sont des Belges, qui en fait permet de justement faire abstraction de ce problème, en ce sens que chaque application Shiny, c'est une image Docker, et chaque personne qui se connecte sur Shiny Proxy a un conteneur qui se lance. Donc il a sa propre session R qui est en train de se lancer, sa propre application, juste pour lui. Il est bien au chaud dans sa petite application, et c'est vraiment conteneurisé dans ce sens que chaque personne a sa propre application. Et ça, c'est un moyen, pareil, de tenir la charge, en ce sens que, en fait, s'il y a 100 personnes qui se connectent d'un coup, il y aura 100 personnes qui auront chacun une application différente. Donc en fait, si on a une qui crache, ça ne va pas faire planter les 99 autres. Parce que si tout le monde se connecte sur la même application, et qu'il y en a un qui fait crasher l'application, tous les autres vont se crasher. Alors que là, on a 100 personnes qui ont 100 personnes sur un conteneur différent chacun. Après, forcément, ça demande de la ressource, parce que si on compte de toute façon recevoir 100 personnes sur un serveur, il faut savoir que ce sont 100 sessions R qui sont lancées, et donc il faut avoir un petit peu de ressources niveau RAM. Mais de toute façon, maintenant, vu le prix que ça coûte les serveurs chez AWS ou DigitalOcean, on peut acheter de la RAM. Ça, c'est super bien aussi, mais le problème de Shiny Proxy étant que ça c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Jusqu'ici, je suis en train de vous raconter tout ça. Vous êtes en train de vous dire, c'est super lourd, je vais jamais mettre ça en prod chez moi, pourquoi je suis venu? Ben, en fait, ça, donc Shiny Proxy, les conteneurs, Docker, c'est super bien. Si on a quelqu'un qui est à même de justement mettre en route tout ce process, quelqu'un qui est assez à l'aise en dev pour faire tout ça. Après, RStudio a sorti des produits qui permettent justement de le faire en clic-bouton. On a des applications, donc il y a notamment shinyapps.io de RStudio qui permet, donc ça offre, il y a, pour de l'open source, il y a 25 heures par mois gratuit d'accès à l'application. Et en fait, ce que ça permet, c'est la personne développe son application dans son RStudio, elle clique sur un bouton et c'est déployé. Elle n'a pas justement à se poser la question de toutes ses ressources, de gérer le serveur, de toutes ces choses-là. Donc ça, c'est une solution. Donc après, on peut avoir des RStudio serveurs. Donc là, il y a pareil une solution open source, donc on peut avoir Shiny Server en open source. Il y a des versions payantes, la différence étant que si vous passez à la version payante,
en fait, vous faites abstraction de toutes les questions de déploiement, de gestion des ressources, de tout ça. C'est juste en fait hébergé chez eux, et puis c'est eux qui gèrent toutes les questions comme ça. Shiny Server en open source, c'est à vous de l'installer sur votre propre serveur, et donc il faut quelqu'un qui soit à même de l'installer et donc de le faire tourner. Et donc ça marche aussi très bien. Shiny Server, enfin RStudio Server, pardon. RStudio Connect, un autre produit de RStudio qui est sorti tout récemment, qui en fait va encore plus loin dans l'abstraction, parce qu'on peut publier toutes sortes de contenus. Donc j'ai mis un petit truc en démo. RStudio Connect, donc ça ressemble à ça. Qu'est-ce qu'on peut publier sur un RStudio Connect? Donc ça par contre c'est que payant. Donc il y a un système de licence à l'année. On peut mettre des applications Shiny, toutes simples. Voilà, il n'y a rien d'intéressant sur celle-ci. On peut la rendre, donc il y a l'administration de Shiny Server, de RStudio Connect, pardon, est ultra simplifiée dans le sens où tout est expliqué vraiment dans le guide, et il n'y a pas besoin de s'y connecter énormément en administration système, voilà, pour gérer tout ça. On peut créer des utilisateurs, donc il y a des notions de login, toutes ces choses-là qui sont pareilles, faciles à mettre en place. Une fois qu'on a l'application qui est déployée, on peut la déployer juste pour certains utilisateurs, pour tous ou pour n'importe qui, c'est-à-dire que n'importe qui peut avoir accès à l'application. On a quelques infos. On peut gérer les runtime, donc les notions de runtime dans R. Chez Schedule, ça ne marche pas ici pour celui-ci. Mais en gros, moi quand j'ai mon application qui est comme ça, j'ai juste à faire un publish. Et là, je peux lui dire de me publier. Moi j'ai deux comptes. Je peux lui dire, tu me publies à cet endroit-là l'application. Je suis vraiment en mode clic-bouton, quoi. J'ai mis publish, donc je ne vais pas le faire parce que ça demande des ressources internet et je suis sur mon téléphone, donc bon. Voilà. Donc ça va uploader tout ça. Et qu'est-ce que ça fait? Ça prend en charge la notion de version des packages, de version de R, de version de tout ce qu'il faut. En fait, vous publiez et c'est en ligne. Ça, pour l'utilisateur, il y a un côté prototypage qui est ultra intéressant parce qu'en fait, l'utilisateur peut très vite faire son application Shiny, faire un petit prototype d'application Shiny, il peut la balancer sur le Shiny Server en clic-bouton, sur le RStudio Connect en clic-bouton. Il peut le montrer aux autres, il peut juste mettre certaines personnes en visibilité, dire hey, tiens, t'as vu ma petite application, t'en penses quoi? Teste l'algo, teste ces choses-là, et il a accès justement avec ces choses-là. Qu'est-ce qu'on peut publier? On peut publier aussi des R Markdown, donc qui sont. Donc ça c'est du code R qui est exécuté au format Markdown, donc c'est un reporting. Si vous avez fait un peu de Markdown, voilà, c'est le format de démo. Même chose, sur Markdown, on a un bouton, on fait clic, on fait publish et ça va envoyer directement sur le serveur. Donc, intéressant avec les R Markdown. Si vous êtes quelqu'un comme moi et que vous avez du mal à aller tous les lundis à la même heure faire la même chose, en fait, vous avez une notion de timeline où vous pouvez lui dire je veux que tu m'envoies tous les matins à telle heure une version mise à jour de ce rapport. Donc on imagine que là c'est du code qui est amené à changer tous les jours, donc là non, c'est pas le cas sur celui-ci, mais on peut imaginer ça. Et en fait je peux lui dire écoute, bah, tous les jours tu vas me faire tourner ce rapport, me faire tourner ce code R et tu vas me l'envoyer par mail. Ça c'est pareil pour un truc en prod, c'est super parce que vous n'allez pas dire à votre chef ou à votre N+17 bah écoute, j'ai les petits résultats de l'analyse et il faudrait que tous les lundis matins tu te connectes à tel endroit pour avoir les résultats si ça t'intéresse. Vous dites non, bah écoute, tous les lundis matins, dans ta boîte aux lettres, tu vas avoir les résultats de l'analyse voilà, par mail. Comme ça, vous pouvez dire tous les lundis matins, ça va me prendre 1 heure, et vous pouvez dormir 1 heure de plus lundi matin et arriver 1 heure plus tard. Voilà. Donc même chose, on peut publier juste des graphes, ça marche aussi. Voilà. Qui est un truc qui permet vraiment en clic-bouton de publier
super rapidement et de faire abstraction de toutes les technos que je vous ai montré juste avant. La différence étant que ça, c'est pas open source. Donc voilà, ça c'est ce que je vous ai montré, c'est ce que je viens de vous montrer à l'instant. Côté interopérabilité, un outil qui est pas mal aussi sur Plumber, et donc ça rejoint la question de est-ce qu'on peut faire abstraction de Shiny pour faire tout ça, est-ce qu'on peut utiliser d'autres frameworks? Oui. Plumber, c'est ce que c'est. En fait, ça crée une API REST, donc avec vraiment des endpoints HTTP, où on peut faire une requête HTTP avec des paramètres, ça va exécuter du code R, on va récupérer le résultat. Ce qui fait que, en fait, ça permet de rendre l'algo qu'on a créé en R ou le code qu'on a créé en R central, et on peut le déployer un peu partout après sur n'importe quel autre langage. Donc je peux dire, je peux avoir quelque chose qui a été fait en full JavaScript, et tout ce que ce JavaScript fait, c'est qu'il envoie des requêtes en Ajax vers mon Plumber. Et dans ces cas-là, il va récupérer, on peut lui dire de récupérer du JSON, et voilà, JavaScript est hyper content, et tout va bien. On peut créer d'autres choses, voilà, on peut avoir créé tout son framework en Python, et puis on a malheureusement un modèle qui a été développé juste sous R. La même chose, on peut lui dire, écoute, on va faire tourner cette API sur le serveur, et puis Python va aller faire des requêtes HTTP sur cette API-là, et réinterpréter les résultats. Donc ça c'est pareil, la notion de qu'est-ce que c'est qu'une API, qu'est-ce que sont des requêtes HTTP, qu'est-ce que c'est que voilà, toutes ces choses-là. C'est des choses qui sont propres au développement web, et donc qui permettent quand même de faire le passage vers la mise en production de R. Là j'ai dépassé l'heure des pizzas, bon je vais être rapide sur le dernier. Ouais. Il me reste plus que 2 slides, donc c'est bon. Dernier gros souci, si j'ose dire, dans R, en tout cas un dernier casse-tête qu'on a pas mal rencontré avec R en production. R en production, le problème, quand vous faites du Python, si vous dites j'ai besoin de Panda 3, au minimum de Panda 3.1, je ne connais pas le numéro de version de Panda, mais j'ai besoin au minimum de Panda 3.1. Si vous lui dites ça, Python il va installer Panda 3.1, même s'il y a un Panda 3.7 qui existe. Si j'ai R et je lui dis R, je veux au moins dplayer 0.5, et s'il y a un dplayer 0.7 de disponible, il va installer le 0.7. Sauf qu'entre la version 0.5 et 0.7, il y a eu des breaking change, donc en fait, potentiellement, ce que vous avez développé sur votre poste avec dplayer 0.5 ne marchera peut-être pas avec dplayer 0.7. Donc si vous arrivez et que vous mettez ça en production, on va faire un Docker qui va aller installer dplayer, mais ça va aller installer dplayer en 0.7. Donc ça, même chose, un produit RStudio qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui marche bien, qui n'est pas open source. Donc en open source, il y a un package qui fait ça, qui s'appelle Packrat. Packrat, ce que ça fait, c'est que ça vous crée une mini-librairie locale propre à votre projet. Donc en fait, on peut lui dire, je suis en train de développer mon application, je lance un Packrat, et tous les packages que je vais utiliser à ce moment-là vont être accompagnés de leur librairie locale. C'est-à-dire que, accompagnant mon projet, j'ai toujours les packages dans la bonne version. Donc ensuite, quand on installe l'application, on donne l'application et la librairie Packrat, et donc c'est lancé directement, on est sûr d'avoir les bonnes versions. RStudio Package Manager a fait, et donc, un petit truc qui ressemble à ça. On va lui dire, sur mon serveur, tu me crées, donc en fait c'est l'équivalent du crâne, donc le crâne étant le dépôt centralisé avec tous les packages R. On va avoir, ici on va pouvoir le créer plusieurs repos, et donc en fait je suis en mesure de lui dire, crée-moi un repo pour telle application que tu vas bloquer à telle date. Et donc ça veut dire que aujourd'hui j'ai développé mon application avec des packages à telle date, et je lui dis, ce repo là, et bien en fait, n'aura les packages qu'à ce moment-là et ne se mettra jamais à jour. Ça permet aussi de gérer tout ce qui est packages qu'on a développés locaux et qui ne sont pas open source, les choses qui sont sur GitHub, toutes ces choses-là, en fait, on peut créer un mini crâne avec juste ce dont on a besoin. Ce
qui fait qu'après, voilà, on peut installer de manière hyper simple. Donc ça, c'est la commande dans Airbase pour installer des packages. Je peux lui dire d'installer mon package, et là, je vais lui donner l'adresse de mon repo donc, que je vous ai montré juste avant. Et là, on est à peu près sûr qu'il ait les dépendances qu'il faut dans la version. Enfin, on n'est pas à peu près, on est même sûr qu'il y ait les dépendances qu'il faut dans la version qu'il faut, qui est vraiment tout ce qu'il faut quand on livre le produit pour qu'il soit mis en production. Et merci. Est-ce que vous avez des questions? Vous m'en voulez parce que j'ai été passé l'heure des pizzas, c'est ça? Moi j'aurais une question. Vous venez plutôt du monde des maths ou du monde de la technique? Moi je viens plutôt du monde de l'informatique. C'est pas trop dur de se faire aux statistiques? Ça va. C'est une formation comme une autre. Après, tout ça prend après, nous, le cœur de notre activité. C'est de faire du R. Donc vraiment de faire du code. Le cœur de notre activité, pas spécialement de faire des stats ou de faire des maths. Le cœur de notre activité, c'est vraiment de faire du dev. On a des missions qui sont orientées stats, mais c'est pas le cœur de notre métier. En tout cas, chez Finker aujourd'hui. En termes de multi-threading, ça vaut quoi la distribution de Microsoft VR en termes de performance? Que pour la Air, question plus fort, s'il te plaît. Ça vaut quoi la distribution de Microsoft de R pour le multi-threading en termes de performance? J'en ai aucune idée parce que je n'utilise pas du tout de produits, pas du tout les produits Microsoft, et je t'avouerai que j'ai pas du tout une idée sur ça. J'ose espérer que ça marche bien. S'ils le mettent et qu'ils continuent de le maintenir, j'ose espérer que ça marche bien. Mais je ne saurais pas, j'ai pas en tête de. J'ai jamais benchmarké le truc et je sais pas, je saurais pas te répondre. Désolé. Si j'ai un gros algorithme qui a à faire tourner sur R, je dois utiliser des clusters avec beaucoup de cœurs. C'est quoi les librairies à utiliser? Bah justement, la librairie qui s'appelle Future. En fait, Future, donc ça permet de déployer. C'est que du code R. Ah oui, non, mais c'est du. En fait, Future, c'est un package R qui permet de faire justement les choses en parallèle. En fait, ça te fait du parallèle du distribué de manière native, et donc tu peux lui dire de le faire en multiprocess, et tu peux lui dire de je veux que ce multiprocess soit fait sur, je sais pas, 16 cœurs, 32 cœurs, sur tant de choses. Je lui dis, en gros, tu l'envoies sur le serveur et débrouille-toi pour me ramener ce qu'il faut. Donc ça, c'est vraiment la librairie qui est utilisée quand on veut faire des choses distribuées en parallèle. Donc il y a vraiment, c'est vraiment cette librairie-là qui est plébiscitée en ce moment, qui marche bien. Henrik est chercheur à l'université, donc ça fait partie de ses travaux de recherche. Donc voilà, il a vraiment fait un truc qui marche très très bien et qui permet. En fait, ce qui est bien avec Future, c'est que en fait, le code ne change pas. C'est exactement le même code que tu le fasses en single-threaded sur ta machine ou sur un AWS sur 32 cœurs. En fait, il a réussi, tu as juste une ligne de configuration, et ensuite le code reste toujours le même, et donc tu as juste cette petite ligne de configuration qui va juste expliquer comment le futur va être exécuté. Par exemple, il y a un parallèle, par exemple, j'ai plusieurs parcours, plusieurs programmations fonctionnelles qui partent plusieurs grandes listes. Chaque fonction, je peux le définir sur un cœur, ou c'est juste une configuration à mettre c'est que de la programmation fonctionnelle R, du coup c'est chaque fonction, en fait, il gère, c'est pas à toi de le définir, il va vraiment prendre ton code comme tu l'as, il va l'envoyer et c'est lui qui va s'occuper de toute la distribution. T'as pas à dire je veux envoyer tel truc à tel endroit et tel truc à tel endroit. Tu lui dis juste prends-moi ce code,
voici 16 cœurs, débrouille-toi. Et il va te le répartir de manière optimisée et te faire justement le map reduce qu'il faut, en fait, il va le distribuer entre tous les cœurs. C'est un peu compliqué à prendre en main au début, mais une fois qu'on gère bien, justement, tu peux envoyer, il a fait des gros tests sur des gros jeux de données, des gros trucs avec je sais pas combien de cœurs, et il dit que tu le fasses sur ta machine tout seul ou que tu le fasses sur 100 cœurs, et ben en fait il n'y a quasiment rien qui change puisque c'est le package qui prend en charge vraiment toute l'abstraction. Son but c'était vraiment que l'abstraction, donc tout le côté, MapReduce, que l'utilisateur soit transparent pour lui, qu'il ait juste à dire tu le balances et tu le débrouilles après. Donc c'est ce package-là. Ce package-là qui fait référence sur le calcul distribué. Moi j'utilisais Parallèle et... Ouais, bah c'est à toi de plus ou moins lui définir comment tu veux le faire, toutes ces choses-là, et justement, voilà, il met dans le titre pour tout le monde. Bon après c'est discutable, mais tout le monde peut le prendre en main plus ou moins assez facilement. Et donc t'as pas besoin de distribuer toi-même les choses, c'est vraiment lui qui gère tout. Vas-y. Ça va? Ouais. Donc, agriculture, on peut faire du parallèle et en autre ça. Oui. Aussi. Oui. Et c'est assez récent, pour le comparer par exemple avec le package de parallèle. C'est assez récent, je ne saurais pas te dire de quand il date, mais je pense regarder jusqu'à un an ou deux peut-être. Donc oui, c'est relativement récent. Je ne sais pas si je vais réussir à remonter jusqu'à 2016, donc non, c'est plus vieux. Ah non, c'est plus vieux que ce que je ne croyais. Bon, 2015, tu vois, juin 2015, le toute première publication. Donc, après, il a vraiment fait, enfin, c'est vraiment devenu super stable. Il a eu la chance, il est universitaire, il a eu la chance de travailler, d'avoir des financements, donc notamment par le Vert Consortium, des choses comme ça, où en fait il a pu tester l'utilisation sur les trucs avec des centaines de cœurs, avec des gros trucs. Il a eu vraiment la chance de pouvoir tester de manière énorme ce package. L'ultime question, dans votre boîte, il y a des gens qui viennent des statistiques. Je suis le seul à pas venir des statistiques dans ma boîte. Donc, oui. Et le passage pour eux était... Ça a l'air d'aller. Mais je pense qu'ils ont toujours eu un petit peu une appétence pour la programmation avant. Et, voilà, nous, on est développeurs R, quoi. Après, on a aussi des connaissances en stats. Et voilà, mes collègues ont encore plus. Voilà, Seb a fait une thèse en stats, quoi. Donc, tu vois, il est vraiment sorti de thèse en stats. Il a bossé en tant que chercheur pendant 3 ans. Et après, il est venu. Maintenant, il est développeur chez nous. Donc, dans le fond. Est-ce que vous pensez encore qu'il est nécessaire que R soit développé en multithread qu'il soit développé, que les gens qui développent R travaillent à le passer en... Non, je pense pas que ce soit dans leur plan de changer ce comportement-là. Mais est-ce que c'est encore utile? Après, c'est le comportement qu'il a depuis 25 ans, donc en fait, je sais pas si c'est utile ou pas aujourd'hui, mais il est comme ça, donc ça sera un gros changement, je pense, dans le cœur du langage, d'arriver à le mettre en nativement multi-threaded, surtout qu'il y a plein de packages qui le font, donc je pense pas que ce soit dans les plans des gens qui développent R de faire ça, mais en tout cas, Henrik, qui a développé Future, vient d'arriver vraiment dans le cœur du R Project, donc il est inclus vraiment dans les membres du R Project, donc qui sait ce que l'avenir nous réserve. Juste une petite question. Je suis débutant dans ce monde et j'ai déjà fait un petit script en R. J'aurais aimé savoir une IA dans le sens global du cas. Comment est-ce qu'elle fonctionne au niveau
code, enfin, si on a un script à exécuter, donc on le lance, il s'exécute une seule fois. Mais si on a une IA qui doit tourner en permanence, je me demandais comment ça fonctionnait. Donc est-ce que c'était via l'utilisation d'API comme on a vu tout à l'heure? Après, c'est dur à dire parce que ça dépend de ton IA, sur quoi elle se base, qu'est-ce qu'elle écoute, comment en fait, c'est quoi, elle est tout le temps en train de tourner ou elle écoute des inputs qui sont en train de. C'est ça, donc des requêtes, enfin c'est un peu flou, mais c'était juste pour avoir une idée de comment fonctionnerait une IA qui tourne en permanence. Après, donc quand tu lances ton application Shiny, ton R est bloqué parce qu'il est en train d'écouter. Donc tu crées ce qu'on appelle un WebSocket. Donc WebSocket, il y a l'écoute de tous les inputs qui sont en train d'arriver. Donc après, plusieurs façons, soit c'est ce format-là, et puis donc ton code R est en train de tourner et en mode serveur et à l'écoute de tout ce qui va lui arriver. Ou tu peux avoir un code qui tourne, je sais pas, toutes les minutes, et donc c'est là tu as un cron job en Linux, donc tu dis bah, toutes les minutes tu m'exécutes ces lignes de code. Donc là à chaque fois ça va s'incrémenter. Ce sont deux approches un petit peu différentes, mais soit ton code s'exécute, voilà. Il tourne une seule fois mais plein de fois, ou soit tu as lancé R en mode serveur et puis il est en train d'écouter ce que tu vas lui envoyer sur d'autres. Merci.